Bonjour et bienvenue au podcast Complètement Nut, le premier ou le deuxième, on ne sait pas encore dans quel ordre on va les sortir. Je suis Claudia Hull, je suis la fondatrice du regroupement de nutritionnistes Complètement Nut. Je suis avec Catherine Pigeon, qui est aussi nutritionniste, et Zachary, mon bébé qui n'a pas de gardienne aujourd'hui, et Edith Bernier, qui est notre invitée. Donc, Edith est une écriveuse, parleuse, rassembleuse et experte de la grossophobie. Bienvenue, Edith. Merci. Edith a lancé la semaine passée une pétition à l'Assemblée nationale dont elle va nous parler immédiatement. Allô. Allô! Donc, oui, en fait, j'ai lancé une pétition à l'Assemblée nationale la semaine dernière. Donc, pétition qui demande la modification de l'article 10 de la Charte des droits et libertés du Québec pour inclure les critères liés à l'apparence physique, notamment la taille et le poids. Donc, pour que ces critères-là soient ajoutés aux critères de discrimination qui existent déjà, comme l'âge, l'orientation sexuelle, le genre, l'origine ethnique, etc. Puis mettons en français vulgarisé, là. Ça veut dire quoi? De modifier la charte, ça se traduit comment? Bien, ça voudrait dire, en fait, tu veux dire le processus? Non, je veux dire, qu'est-ce que ça va changer? C'est quoi le but ultime? Le but ultime, c'est de faire changer la charte. OK. Mais, non, sans blague. Mais en fait, c'est que ça serait d'avoir une protection, justement, pour les personnes grosses, mais aussi pour toutes les personnes qui pourraient se retrouver discriminées, en fait, sur des questions d'apparence. Tu sais, il y a des gens, c'est vraiment niaiseux ce que je veux dire là, mais il y a des gens qui pourraient être discriminés pour le simple fait qu'ils sont pas beaux. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, on s'entend que Oui. une personne grosse est, entre autres, souvent considérée dans les standards de beauté actuels comme une personne qui n'est pas belle. Donc, c'est pour ça que je voulais pas juste me limiter, en fait, à la taille et au poids quand j'ai créé le texte de la pétition. Et donc, le but ultime, ça serait que ces personnes-là, s'ils se retrouvent dans une situation de discrimination où on peut démontrer qu'on leur a refusé, par exemple, un emploi ou qu'ils ont, par exemple, une moins bonne qualité de soins de santé à cause, entre autres, de la taille ou du poids. Donc, ces gens-là seraient protégés désormais par le système parce qu'en ce moment, on ne l'est pas, malheureusement. Donc, c'est sûr que, tu sais, du jour au lendemain, ça ne changera pas la société au complet. J'en suis consciente que pour changer les mentalités, ça va prendre du travail. Mais je pense qu'au moins, en ayant cette protection légale-là sur le fond, ça va créer une espèce de pensée si bien. Je veux dire, les gens se permettent plus de faire certaines blagues maintenant à cause, justement, des facteurs de discrimination qui existent dans la charte. Tu sais, je veux dire, faire des blagues sur les personnes racisées, sur les femmes, sur les personnes homosexuelles. C'est quelque chose qu'on est comme... maintenant qui nous fait cringer, si je peux dire. Là. C'est ça. Donc, tu sais, je dis pas qu'on peut jamais rire des gros parce que c'est possible de faire de l'excellent humour qui est pas oppressif, mais tu sais, au moins de le faire justement dans une perspective de respect et de respect de la différence, en fait. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que le but, ça serait de commencer par l'aspect légal, de rendre ça illégal, la discrimination en fonction de l'apparence, pour éventuellement changer les mœurs puis changer la manière qu'on pense, parce que dans l'application de ça tous les jours, c'est difficile, on croise des gens dans la rue, comme ça c'était un geste qui est illégal, mais si on enlève ça, s'il y en a moins en moins de ces gestes-là, parce que ça commence par être illégal, ça commence par être inacceptable moralement, on change un peu. Oui, c'est un peu ça le principe. C'est la loi qui changerait avant de réussir à changer les gens. On sent quand même qu'il y a un désir de la part des gens de changer les choses. On sent qu'il y a une ouverture, visiblement. Hein? Donc, on en est très content. Mais c'est ça. En commençant, en créant un pensez-y bien, bon, ben là, je peux plus faire ça ouvertement parce que là, je viens à l'encontre de la Charte des droits et libertés du Québec. Les gens vont y penser à deux fois. Ça ne réglera pas tout. Il existe encore la discrimination qui est basée sur plein d'affaires qui sont incluses dans la Charte. Là. On ne se comptera pas d'histoire. Mais au moins, là, ces personnes-là qui vont faire, donc, possiblement la discrimination, vont commettre un geste qui est reprochable par la loi, en fait. J'ai même pas l'impression que les gens sont conscients qu'il existe de la discrimination basée sur l'apparence physique tant que ça dans les emplois ou dans le système médical. Mais j'ai l'impression que ça va être juste un éveil au moins. C'est déjà le premier pas pour que les gens soient au moins conscients que ça existe effectivement, puis que peut-être eux-mêmes en font sans savoir. Oui, parce qu'il y a clairement de la discrimination. Comme toutes les formes de discrimination, hein, il y a clairement des trucs qui ne sont pas conscients et même qui ne sont même pas de mauvaise foi parce que, justement, pas conscients.
Je pense que ça va nous forcer à revisiter certaines choses, certaines idées. Et donc, ah ouais, Zach, viens faire un tour dans les bras matins, viens, on passe le bébé! Et donc, c'est ça va permettre à certaines personnes, je pense, de revisiter ce qu'ils pensent, comment ils agissent avec les autres personnes. On va twister le bébé! Comme ça, c'est Il veut le micro. Et donc, voilà, il veut le micro. On va le Il tasser un petit veut peu. le végétarien. Il veut le vedette, il est tellement beau. Donc, voilà ma réponse. Ouais, exactement. C'est ça que je pense. En fait, les gens ne sont pas particulièrement conscients dans le système médical. Il y a eu un reportage dernièrement de Mathieu Papillon qui expliquait que la grossophobie, ça existe aussi dans le système de santé. Puis nous, on est quand même un peu témoins, c'est pas régulier, quotidien, mais on est témoins de certaines actions. Puis quand je dis médical, je ne veux pas viser juste les médecins, là, je vise le système, tous les professionnels de la santé. De santé au complet. Ouais. Exactement. Donc, plus de boucle d'oreille. Donc, c'est ça. Nous, on est témoins souvent, les nutritionnistes, parce que souvent, les gens viennent dans notre bureau suite à un mauvais rendez-vous, un mauvais commentaire, il arrive la mine basse, puis... Donc, je pense que notre profession a vraiment grandi dans les dernières années par rapport à cette réalité-là, mais le travail n'est pas terminé. Ah, des beaux becs! On est témoin des répercussions oui, c'est ça. à très court terme que ça peut avoir. Ben oui! J'ai des problèmes digestifs, perdre du poids, ça va finir là. Puis là, on me dit, il faut absolument que je perde du poids, mais on va pas regarder les habitudes de vie, l'hygiène de vie de la personne. Alors, cette personne, elle se dit, c'est ça, c'est beaucoup plus complexe. ça, c'est mon problème. Puis, donc, nous... faut un peu défaire ça, mais ça prend une personne, un professionnel de la santé qui dit des mots comme ça pour que la personne sente... Pour rajouter sur ses épaules, il faut que tu perdes du poids, mais ça veut rien dire. Exactement. Non, mais en fait, je pense que le drame en ce moment, c'est qu'on pense que le poids est la cause de tous les problèmes et qu'il faut vraiment adresser ça comme un facteur de risque parmi tant d'autres. J'ai toujours dit que je rêvais de faire une entrevue avec un bébé dans les bras. Je suis en train de Et puis, il a l'air de t'aimer beaucoup. Je suis en train de triper raide en ce moment. Non, mais pas vrai, en plus. Il te flatte le Donc, visage. c'est ça, c'est qu'on met tout sur le poids, mais on ne considère pas d'autres facteurs de risque qui existent. Mon Dieu. Tu veux pas que je parle? C'est Et donc, tu sais, je dis pas qu'il faut plus jamais parler de poids, mais ce que je dis, c'est de le faire de façon conséquente, de façon aussi respectueuse. Ça se peut qu'il y a des moments où, si ton poids baisse ou augmente drastiquement, ça se peut que ce soit une excellente nouvelle, que ton poids augmente parce que tu es en train de guérir de quelque chose. Mais si ton poids augmente tout d'un coup, sans raison, sans changement dans ton style de vie, ben ça se peut qu'il faille parler de poids pour voir c'est quoi le problème, parce que c'est visiblement un symptôme de quelque chose. Puis même chose pour une perte de poids tout d'un coup, tu sais. Fait que je pense que c'est quand même... C'est pas quelque chose qu'il faut complètement sortir du cadre médical. Je pense juste qu'il faut le faire avec respect, avec l'attention, puis avec les façons qui ne seront pas... qui ne guilt-tripperont pas, qui ne culpabiliseront pas les individus, puis d'arrêter de voir comme « Ah, le poids, c'est la cause de tout, tout s'explique par ça, et perdre du poids, et tout va s'arranger comme par magie. » En fait, j'ai l'impression, moi, que c'est le plus gros frein, présentement, c'est que les gens disent « Ah, ben là, ils veulent plus qu'on parle de poids. » Mais c'est pas ça que vous dites. C'est ça, c'est pas... En tout cas, oui. Les oreilles sont encore ouvertes. Ça fera pas une belle image, mais ça va être drôle et sympathique. Moi, je pense que ça va être très humain. Oui, c'est ça va être très humain, exactement. Mais c'est ça, j'ai l'impression que l'argument est faux. C'est pas un argument contre le vrai combat. T'sais, le combat, c'est pas de plus jamais parler de poids, de plus jamais adresser la question. C'est peut-être plus dans la façon qu'on l'adresse, la question du poids, justement. Oui. Mais en fait, oui, c'est ça. Mais c'est parce que je pense que les gens arrivent aussi, puis quand ils se font dire ça par un médecin, ils questionnent pas parce que les gens sont tellement habitués d'être coupables d'avoir pris du poids, d'être coupables d'avoir, tu sais, que leur corps ait changé. Donc, c'est ça, quand le médecin leur dit, ben, perdre du poids, ils sont d'accord. Ils pensent que c'est justifiable. Ils pensent que... Donc, c'est ça aussi qu'il faut aller vraiment défaire dans la tête des gens. C'est vraiment l'association que poids égale, ou tu sais, qu'un poids X égale santé. Parce que c'est pas ça. Ouais. Et donc, quand un médecin te donne un conseil qui n'est pas nécessairement exact, qui est pas optimal et qui ne considère pas tout le portrait de ta situation, ben juste perdre du poids comme ça, je veux dire, ça veut rien dire. Là. Je m'excuse, je vais encore intervenir parce que je trouve ça vraiment intéressant, la question de tout le portrait. C'est ça, un des problèmes, c'est qu'on dirait que les gens vont voir juste le poids, mais là, ils oublient de faire le grand tour de la question. Puis
selon moi, la seule et unique C'est façon d'être un bon l'âge, professionnel de la santé, c'est de l'hérédité, faire le tour. Il y Là. a un paquet de facteurs, ton style de vie, tes habitudes, ton alimentation. Je pense que Ouais. j'ai pas besoin de vous parler d'alimentation. Non, Mais tu sais, il y a comme 1 million d'affaires. T'es-tu stressée ces temps-ci? Comment ça As-tu se un passe dans bébé? ta vie? As-tu un bébé dans les bras pendant que tu fais une C'est une entrevue? lecture parmi tant d'autres. Mhm. Exact, c'est ça. Puis c'est un facteur, c'est ça, parmi tant d'autres. Mhm. Je veux dire, si tout d'un coup, tu as changé tes habitudes alimentaires puis tu te mets à manger des doigts de bébé, Ah c'est oui. sûr que ça se peut que ton poids change. Là, je pense qu'il y a un bébé qui veut retourner Surtout voir les maman. poids de gros bébés comme ça. Ah oui, mais ça va, gros bébé. De toute façon, gros n'est pas un gros mot. Non, c'est ça. Hein? Gros n'est pas un gros mot, c'est bien ça. Ah, ça va être la prochaine tasse. Gros n'est pas un gros mot. Ouais, ben assurez-vous de vérifier avec la France parce qu'il y a déjà un livre qui s'appelle comme ça. Ah, OK. Ouais. Bon, on droit va appeler d'auteur. Ouais, appelez la Faire la France. tasse. Mais pour en venir au projet de loi, parce que moi, je connais En fait, absolument c'est pas un projet de loi, c'est une pétition pour l'instant. Ouais. Modifier La Charte des droits et libertés du Ok, Québec. Donc, ça sera jamais un projet de loi. Ben, peut-être qu'il va en avoir un, je sais pas, Ok. là, mais je suis pas rendue là encore. Donc, pour en venir à la Oui. pétition. Oui. C'est quoi le processus pour modifier, pour en arriver au but ultime qui est de la modifier? Ben là, on est dans, en fait, la première étape, c'était de trouver quelqu'un qui allait parrainer, dans notre cas, marrainer la pétition. Ouais. Donc, parce que ça prend absolument un député de l'Assemblée nationale élu D'accord. pour soutenir la pétition. Ah, OK. Ça, c'est nécessaire. Donc, nous, dans mon cas, ça a été Manon Mancé qui a offert un super beau soutien. D'ailleurs, son équipe a été vraiment formidable. Manon est une femme absolument charmante. Tout à fait. Vraiment, vraiment contente d'avoir eu la chance de travailler avec elle là-dessus. Donc là, on a décidé de lancer la pétition. Là, on est en période de cumul de signatures jusqu'au 25 février 2020. Ensuite, c'est fou comment c'est simple de donner une entrevue quand t'as pas de bébé et que tu mets ses doigts dans la bouche. Donc, pardon. Donc, ensuite, quand la période de signature va être finie, la pétition va être déposée à l'Assemblée nationale. OK. Donc, Manon va prendre les documents et ça va être officiellement là, déposé à l'Assemblée. Après ça, ils vont décider la réponse qu'ils donnent à la pétition. Est-ce qu'ils vont décider de l'étudier? Est-ce qu'ils vont pousser ça plus loin ou pas? OK. Et là, s'ils décident que non, ils ne poussent pas plus loin, ça meurt au feuilleton. meurt, non, OK. Et sinon, ben là, il va y avoir un comité, etc., qui va être créé pour étudier la question et pour décider comment on fait l'implantation de tout ça. OK. Donc, on a jusqu'au 25 février 2020 pour accumuler le plus. Donc, mettons le 24, juste pour être sûr, 24. parce que je ne sais pas si elle saute le 25 ou si elle saute le 24 à Ouais, 11h59. Donc, OK. mettons le 24. Février pour accumuler le plus de signatures pour Oui. donner une plus grande importance puis démontrer que ben, les gens, ils veulent ce changement-là. Puis en plus, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise raison, en fait, de ne pas signer la pétition parce que ça affecte tout le monde, hein, la Personne qui va être grossophobie. lésé par ça. Non, c'est ça, ça enlève rien à Exactement. personne. Ça, c'est un bon point. Ça n'enlève rien à personne. Et ça, je pense que c'est un des points les plus forts de la pétition. Et en plus, ça affecte pas seulement les personnes grosses, la grossophobie. C'est ça l'affaire. C'est qu'il y a des personnes qui vont passer des heures à s'entraîner juste pour ne jamais devenir gros parce que c'est leur plus gros cauchemar. Tu sais, je veux dire, ces personnes-là, ils vivent avec un stress, avec une pression qui est pas saine. Je veux dire, ça peut pas être bon. Là. Les personnes, tu sais, puis ça peut dégénérer même jusqu'à des troubles alimentaires, on le sait. Donc, ANEB Québec pourrait en parler encore mieux que moi. Donc, toute la pression sociale, mais ça changerait aussi beaucoup d'interactions sur les médias sociaux. Les choses que j'ai lues à mon sujet, et les interprétations et ce que les gens pensent de moi et de ma vie et de comment je mène ma vie depuis qu'il y a eu la publicité, en fait, de la couverture médiatique sur la pétition. Les gens pensent que j'ai pas d'emploi. Les gens pensent que si j'ai le temps d'aller dans les médias faire des entrevues, c'est parce que j'ai pas de job. Je veux dire, il n'y a rien de mal à pas avoir de job, mais assumer qu'une personne grosse et qui est activiste n'a pas de job, ça n'a pas rapport. Ouais. Donc, les gens disent que je vais avoir le respect quand je vais m'être prise en main, quand je vais avoir maigri. Donc, je ne mérite pas le respect en tant que personne grosse. Et en gros, c'est ça que tu es en train de dire. Toutes sortes de choses. Que être grosse, c'est un choix. Je pense que vous êtes bien placé pour défaire ce mythe-là. Que ce n'est pas, Donc, c'est ça. choisis Je veux pas dire, on les dit qu'il y a changements jusqu'à corporels. 70% de toute façon du poids qui est basé sur la génétique. Donc, après ça, il reste quoi? 30%. Puis avec le 30% qui reste, les diètes sont efficaces dans un taux de quoi? 5 à 10% à peu près. Fait que finalement, tu as 5 à 10% de changer possiblement 30% de ton poids. Finalement, c'est pas grand-chose. Hein. Oui, mais il y a un risque aussi associé à ces diètes-là. Ah oui, on parle même pas de... C'est ça. Ouais. Donc, Les crash diet et tout ça. 5%
vaut la peine de se mettre à risque de développer un trouble alimentaire. De se lancer dans le yo-yo, Moi, c'est sûr que le non, c'est un non clair. Puis je pense pas que c'est se prendre en main. C'est Non. de suivre les conseils, de tomber un peu sous les commentaires négatifs pour essayer... Ben, de céder à la pression, en fait. Et c'est ça, la grossophobie, c'est de la pression. C'est ça, la grossophobie, c'est une pression de ne pas avoir l'air d'eux, de ne pas être associé à. C'est de voir que les personnes grosses sont considérées comme des citoyens de seconde classe, des personnes qui méritent moins le respect, des personnes qui, dans le fond, qui sont moins intelligentes, qui sont... je veux dire, on regarde la culture populaire, les gros n'ont pas exactement une bonne presse. Là. On est toujours dépeints comme des personnes méchantes ou des personnes niaiseuses, des personnes paresseuses, des personnes qui n'ont pas de contrôle, des personnes qui mangent tout le temps. Je veux dire, c'est un peu des personnes qui n'ont pas de tête aussi, j'aime bien... Ah oui, le fameux morcellement. Oui. Le fameux morcellement. Oui, nous, on n'a pas de tête. On est juste un cou, une poitrine, des fesses, des genoux, des fois des pieds en bonus, quand on est dépeint dans les médias. Ouais. Donc, tu sais, c'est assez hallucinant qu'on parle d'une pétition, par exemple. Tu sais, j'ai vu des articles qui étaient illustrés sur la pétition contre le lancement de la pétition à l'Assemblée nationale, mais qui étaient illustrés de façon tellement grossophobe parce que c'était justement genre juste une personne assise dont on voyait les bourrelets, dont on voyait... C'était pour présenter la pétition? C'est ça. Oh mon Dieu! Donc, tu sais, ou mettons une personne, tu sais, avec un jeans déboutonné qui se pinçait le bourrelet, ou quelqu'un qui se mesurait le tour de taille, ou c'est comme... Ouais. C'est pas tout à fait Les ça. choix éditoriaux étaient peut-être pas idéaux, tu sais, je comprends que tu veux illustrer le contenu, mais là, tu montres à quel point la pétition est importante, Ouais, c'est en ça. fait. Là. OK. Ouais, intéressant. Donc, 24 février 2020. C'est un rendez-vous. Oui, c'est un rendez-vous. À suivre. Et maintenant, moi, j'irais explorer un peu le sujet de la grossophobie, mais dans le milieu médical. Attends, j'ai toujours voulu faire ça dans un micro. OK, on va tout prendre de nos belles tasses. Ah, délicieux, cette eau. Ah, mais c'est tout! Bon. Donc, Donc, c'est ça, on faut-tu disait que je roule mes manches? Parce que là, on a fait du bruit dans nos tasses, on a roulé nos manches. On a Zachary qui participe au bruit, en tout cas. Mais c'est ça, dans le fond, il y a eu le reportage de Mathieu Papillon sur la grossophobie médicale. Puis, je sais pas, après, là, j'ai pas suivi un peu ce qui s'est passé par la suite, mais j'espère que ça tombera pas dans l'oubli parce que c'est vraiment intéressant comme... oui, c'est vraiment intéressant comme sujet parce que malheureusement, dans le système de santé, on est un portrait de la société. On peut être plus sensible à certaines choses, bien certainement, mais... Il existe aussi de la grossophobie dans le milieu médical, Exact. qui est tout à fait bien intentionné, mais les bonnes intentions, des fois, là, ça fait son temps, puis ça cause du dommage là, d'avoir des bonnes intentions. Je suis persuadée, je ne suis pas contre le système de santé, je suis persuadée que tout le monde a des bonnes intentions, mais malheureusement, pour les personnes grosses, ça se traduit souvent en catastrophe, ces bonnes intentions-là. Exact. Donc, Tout à fait. En fait, ce qui se passe souvent, c'est que, bon, les gens qui pratiquent dans le milieu de la santé, là, peu importe leur statut, que ce soit des médecins, des infirmières, des nutritionnistes, des physiothérapeutes, peu importe. En fait, ces gens-là, avant d'être des professionnels de la santé, c'est des gens. Hein? Exactement. Donc, ils sont exposés au même biais que tout le monde. Mm-hmm. Donc, et eux, en fait, étant dans la santé, il y en a même qui sont exposés à un renforcement de ces biais-là sur les grosses personnes. Donc, parce qu'il y a eu beaucoup de sciences qui a dit l'obésité est la cause de ci et la cause de ça. C'est un facteur de risque parce qu'il n'y a pas une étude scientifique qui se respecte qui va dire que quelque chose est la cause de s'il n'y a pas un 100% de résultat. Donc, vous êtes mieux placé encore que moi pour le confirmer. Donc, ce qui se passe, c'est que souvent, les personnes grosses ont passé pour des personnes qui ne se plient pas au traitement, qui ne suivent pas les recommandations. C'est ça, non-compliant, comme on dit en anglais, qui ne coopèrent pas, qui sont paresseuses, qui sont victimes de leur propre mauvais choix. Donc, si une personne arrive avec ce biais-là et qu'il y a un patient ou une patiente grosse devant lui ou devant elle, ben c'est humain, en fait, de se dire « Ah, mais je ne perdrai pas mon temps sur cette personne-là parce qu'elle est comme ci, elle est comme ci, elle est comme ça. » Le problème, c'est pas tant le système, mais les gens dans le système qui se retrouvent à alimenter, en fait, le biais et la science qui, pendant tellement longtemps, et toutes les campagnes de santé publique qui parlent d'une épidémie d'obésité, je trouve ça un peu chien de mettre l'obésité en épidémie alors qu'on parle d'épidémie d'Ebola aussi. Je pense que, tu sais, on est quand même dans des champs complètement différents. Oui, tout à fait. Donc, je dis pas qu'il faut pas faire de prévention. Puis ça, c'est une des choses
tu sais, je veux dire, c'est important de faire la prévention. Oui, être gros, c'est un facteur de risque qui, dans certains cas, peut être évité parce que c'est sûr qu'une fois que c'est installé, c'est une autre histoire. Exactement. Mais, je veux dire, j'ai rien contre la prévention, je veux dire, mais ça marchera pas tout le temps. Puis, Rien tu sais, on contre la veut faire de la- prévention, mais il faut faire mais il attention faut la comment faire on comme la il faut, fait. c'est ça. Parce que la prévention en campagne de peur, Ah, il y ça en a contribue beaucoup de juste... ça. Oui, mais ça contribue juste à la stigmatisation. Ça contribue juste à dire, regardez, c'est déchets de la société. Regardez ces personnes qui n'ont pas fait attention à elles. Regardez ces personnes qui ne méritent pas d'être respectées. Puis nous, ce qu'on constate aussi en nutrition, c'est que la prévention, des fois, c'est dans un système restrictif, mais ça cause le contraire. Ça fait que les gens vont tomber après ça en obsession, là, ça peut aller jusqu'à l'hyperphagie, à cause qu'ils ont eu trop de restrictions. Fait que les gens, des fois, ils se disent, ah, la solution, c'est pas de chips, pas de bonbons, pas de dessert, pas de liqueur ou je sais pas quoi. Puis finalement, ils tombent dedans parce qu'ils se sont tellement retenus à penser que ça, c'est le diable, là, alors que toutes les nutritionnistes mangent de la poutine, des chips, du chocolat et des bonbons. En tout cas, s'il y en a qui n'en mangent pas, sont l'exception, sont pas la règle. Eat the du damn tout. bonbons. Ouais, eat the damn bonbons, exactement ce qui est écrit sur la tasse ici, c'est ça. Fait que souvent, là, on se fait dire, nous, les nutritionnistes, on se fait accuser aussi de ne pas être assez sévères avec les personnes grosses. Parce que souvent, on va dire, mettons, de manger la chose que tu as envie de manger pour casser. Parce que moi, ce qui me dérange, c'est pas tant par rapport au poids, plus que par rapport à l'obsession. Si tu es obsédé dans la vie par le Nutella, c'est un exemple que je donne parce que c'est plus qu'une patiente que je parle qui était obsédée par le Nutella, qui mange le pot de Nutella à cuillère. Là. Puis si tu es obsédé par le Nutella, c'est donc bien plate. C'est donc bien plate ta vie que tu te réveilles la nuit puis que tu vas aller dans le pot de Nutella. Là, c'est mange-en du maudit Nutella. Mange-en tout le temps, là. Tout le temps quand tu as le goût. Parce que sinon, c'est ça ta vie, c'est que tu y penses tout le temps. Ben, j'avais C'est vu pas quelque part à un vivable. moment donné un truc sur l'alimentation intuitive que je trouvais vraiment tellement intéressant. C'était fait que l'alimentation intuitive versus les régimes restrictifs. Oui. Donc, dans le régime restrictif, c'est tu as un craving d'une barre de chocolat. Tu vas aller manger... Des carottes. je sais pas, tu vas manger une carotte. Ça te satisfait pas. Fait que tu as encore ton craving de chocolat. Fait que tu vas aller manger, je sais pas, moi... Bartende. une barre tendre ou, mettons, une galette de riz au Ah oui, chocolat. une galette de Avec riz. un Ou- petit peu, ouais. Oui, Ouais. c'est ça. Puis là, non, t'as toujours pas satisfait. Puis là, tu vas manger 2-3 affaires pour finalement finir par, anyway, aller manger ta barre de chocolat. Exactement. Fait que là, je veux dire, t'es pas gagnant, là. Non, c'est ça. L'alimentation exactement. intuitive, en comparaison à un régime restrictif, c'est t'as envie de manger du chocolat? Mange la barre Mange de ton chocolat. C'est ça. Honnêtement, là, en matière de calories, ici, Ouais. là, si on parle juste de calories, Ouais. là, la personne qui a suivi l'alimentation intuitive Oui. a gagné. Là. Exactement. Ouais, ben oui, puis- Ça- Tu sais, c'est niaiseux, c'est très, tu sais, c'est très Oui, simpliste. elle n'a pas perdu une mais- demi-journée en plein C'est ça. vraiment comme ça que ça se passe. Elle a pas dit, OK, carotte, OK, là, la barre, le truc de riz avec un petit peu de chocolat dessus. Elle s'est dit, Ouais. eat the damn chocolate. Ouais, Ouais, c'est ça. eat the damn bonbon. C'est sûr que, tu sais, on y a une manière de manger pour être conscient de nos gestes, comme vivre Absolument. consciemment aussi. Mais après ça, tu penses à autre chose, puis ta vie, elle continue. Exactement. Oui, parce que tu as aussi tout justement, cette espèce d'obsession-là dont tu parlais, de qu'est-ce que, soit j'ai envie de quelque chose puis je ne l'ai pas, Oui. ou qu'est-ce que je pourrais manger à la place. Mhm. C'est pas simple, ça, Non, d'avoir c'est ça. ça. dans Puis sa en fait, tête. c'est facile à comprendre aussi que moi, je suis diabétique de type 1 au cas où quelqu'un au Québec n'est pas au courant encore. Parce que je le dis tout le temps. Mais les diabétiques, on a des cravings pour des choses qui contiennent beaucoup de glucides. C'est pas nécessairement des desserts, là. Ça peut être des céréales qui sont pas sucrées, là, des céréales santé ou en Du tout cas. riz. Exactement. On a des cravings pour des glucides parce que c'est la chose qu'on est restreint. Puis les gens, par exemple, qui sont en fibrose kystique, qui doivent manger une tonne de calories, eux, souvent, les enfants, là, ils sont écœurés de manger du bacon, puis la crème glacée à Häagen-Dazs, puis des calories, là, des affaires hyper caloriques. Ils n'en peuvent plus. Parce que c'est ça leur obligation. Fait que C'est chaque ça. personne qui a cette obligation-là, là, qui est comme une petite voix là, 24 heures sur 24 dans ta tête, ben c'est le contraire que ça amène. Exact. Il n'y a jamais eu autant de monde au régime. Il n'y a jamais eu autant de monde avec un surpoids. Parce que là, on n'arrête pas de créer ça. Je sais que le mot surpoids n'est pas le plus populaire. Non, mais... Mais on n'arrête pas de on créer est quand ça, même dans un contexte médical oui, aussi, là. on n'arrête pas de créer des restrictions ou des conseils. En plus, depuis les réseaux sociaux, des conseils contradictoires sans arrêt. Puis là, Il y en a-tu des Ben oui. spécialistes de la santé Ah, sur les mon Dieu. interwebs, hein? C'est ça. finit plus. Puis Oh là, my mais maintenant, gosh. les gens ont plusieurs obsessions. Il y en a que ça va être les fruits, parce que maintenant, il ne faut plus manger des fruits. Fait qu'il y en a qui vont avoir des cravings de fruits, parce que maintenant, c'est rendu que les fruits sont graves. C'est sans fin. Mais regarde, tout le monde mange du bacon puis de l'avocat, tout le monde mange du keto à cette heure. Ben oui, exactement. Mais non, Pas de c'est- fruits, c'est bon. oui, c'est ça. Ah, On tu veux le switch? bébé, On pas? switch? Zachary, la petite vedette. Zachary, la petite vedette. Donc, ça, on pourrait dire
Moi, j'aurais peut-être dû le prendre de même si je voulais pas me retrouver avec des doigts dans le nez puis dans la bouche. Mais vraiment, je suis contente de l'expérience. Mais il te regarde encore. Hein? Tu vas venir voir ma tante tantôt. Les micros sont trop tentants. Qu'est-ce que j'allais dire? Là, on parlait des restrictions. Donc, là, oui, tout. la grossophobie, on disait que c'est pas juste pour les gens qui sont gros, mais tout le monde, parce que c'est comme une peur commune de prendre du poids. Oui. Le temps des fêtes s'en vient en plus. Ah oui, non, mais ça, écoute, on a publié récemment justement un guide de survie du temps des fêtes qui est plein de conseils. Puis, tu sais, je sais que pour certaines personnes, ça va avoir l'air extrême de dire si tu y vas, te fait plus de mal que si tu y vas pas, que ce soit ton party de Noël, que ce soit ton party de famille, que ce soit ton cocktail entre amis. Vas-y pas si ça te fait moins de mal de pas y aller que d'y aller. Tu sais, je comprends la notion d'obligation familiale, je comprends qu'on est supposé, tu sais, c'est supposé être une période de célébration en famille, entre amis, entre proches, que c'est supposé être le party, l'amour et tout. Beau, mais c'est ça, mais si ça te rend malheureux, si ça te fait capoter, de dealer avec les commentaires des gens, de te retrouver devant une abondance de bouffe que tu sais pas comment tu vas gérer, de dealer avec les commentaires des gens sur comment tu vas consommer cette bouffe-là, donne-toi une chance. Là. Ah, ça me fait tellement mal quand tu dis ça parce que c'est ça, devant l'abondance de bouffe, un malaise, alors que c'est quelque chose de plaisant, c'est à cause des maudites restrictions. Puis, il y a fut un temps où je pense que notre profession était dans les coupables là, de dire ça c'est bon, ça c'est mal. Puis, mais, maintenant, ça l'a changé beaucoup. Là. C'est de moins en moins comme ça. On sent vraiment en ce moment, et ça, on s'en est parlé avant d'enregistrer, les nutritionnistes sont... Il y en a beaucoup, du moins, qui sont des partenaires vraiment intéressants dans la lutte à la grossophobie en ce moment au niveau de la santé. C'est vraiment le fun de voir des gens comme vous qui poussent avec nous parce que, ben, comme je vous disais, souvent, on n'est pas pris au sérieux. Fait que s'il y a des professionnels de la santé qui poussent de notre barre, ben ça nous donne du poids. Cette blague était sponsorisée par l'Ordre des nutritionnistes du Québec. On les salue. Puis aussi, c'est une question de... Alors, nous reprenons sur un autre sujet. On change de sujet. Moi, je suis pas bonne, je cache ma tasse. Alors, on va changer de sujet, mais on peut revenir sur la grossophobie médicale n'importe quand. C'est ouvert. Parlons maintenant du fameux teen privilege, mais je sais pas comment le traduire en français. Privilège. D'être mince. Ben, en tout cas, mon fond de ma question, c'est plus, on entend beaucoup les gens qui sont très minces ou maigres dire que moi, c'est autant, je reçois autant de discrimination par rapport à mon poids. Qui serait plus du skinny shaming. En fait, ça, c'est pas du teen privilege. C'est ça. Oui, c'est ça, pas nécessaire. Ben, il y a les deux. Dans le fond, on peut parler des deux. Il y a le teen privilege, mais il y a le skinny shaming. Ben, il y a des privilèges d'être mince, mais il y a aussi le skinny shaming que j'aimerais comprendre. Comment expliquer un peu ce que c'est le skinny shaming? Est-ce que c'est à la même échelle que la grossophobie ou bref. Il y a du monde qui vont me pitcher les roches, mais je vais dire non. C'est pas la même échelle que la grossophobie. Puis je vous explique pourquoi. C'est quelque chose, en fait, que c'est un exemple que j'avais monté quand je parlais avec quelqu'un sur la question, puis la personne était convaincue que le skinny shaming était aussi prévalent que le fat shaming. Et en fait, je lui disais, bon, mettons, toi et moi, on s'en va prendre un café ce matin. OK? Fait que là, le cadran saute. On déjeune, on s'habille, whatever. Là, tu ouvres ton garde-robe. Combien de marques de vêtements différentes t'as dans ton garde-robe? Là, elle me dit, je sais pas, tu sais, je suis vraiment pas grande, je suis vraiment pas grosse, fait que genre 10-15. Je suis comme, OK, t'es bien chanceuse parce que moi, c'est genre 4-5. Là, après ça, je sors de chez moi, je vais prendre le transport en commun. Il y a combien de personnes qui vont se faire des gros yeux pour pas être assis sur le siège du milieu, le siège à 3, là, ou, tu sais, qui seront pas contents parce que toi, t'es assise puis que tu prends peut-être un petit peu plus de place, ou peut-être pas. Elle dit, personne. Je dis, bon, moi, je dis, ça pourrait très bien m'arriver. Après ça, on s'en va au café. Moi, je décide que je mange un gâteau avec mon café. Puis toi aussi, tu manges un gâteau avec ton café. Les gens ont rien à redire sur le fait que tu manges un gâteau avec ton café. Moi, les gens, ils vont faire comme, là, après un gâteau, elle devrait peut-être éviter, parce qu'elle est grosse. Puis, tu sais, ça peut continuer comme ça pendant... Tu sais, je vais voir une publicité qui va dire, tu sais, perdre du poids, être mince, c'est être plus beau, Tu sais, tous ces trucs-là, ce n'est pas des agressions envers elle, c'est des agressions envers moi. Je veux dire, on fait la même chose, on passe le même chemin, on s'en va exactement faire la même chose, les mêmes gestes, mais ça n'a pas la même connotation, que ce soit elle ou moi qui les fasse.
Ou également, il y a le fait que, justement, par exemple, il y a une grossophobie des objets, une grossophobie du design, qui n'est pas un geste actif des humains, mais si la personne va prendre l'avion, elle n'en a pas de problème. Moi, si je vais prendre l'avion, j'en ai un problème. Elle n'a même pas à y penser. Donc, c'est ça. Donc, oui, c'est sûr que c'est peut-être tannant, des fois, de voir que la chaise au bureau n'est pas pensée pour les personnes qui sont peut-être aussi minces qu'elle, puis elle a besoin d'ergonomie, sauf que moi aussi. C'est plus facile, entre guillemets, de patcher pour une personne qui est plus petite que d'agrandir pour une personne qui est plus grosse. Donc c'est pas, à mes yeux, c'est pas du tout comparable. La proportion est complètement différente. Et oui, je suis la première à reconnaître que ça existe. Je suis la première à reconnaître aussi que c'est inacceptable. Je veux dire, personne ne devrait être humilié ou shamé à cause de son corps, peu importe les raisons, mais on peut pas dire que c'est dans la même mesure. Non, exactement. Moi, mon impression, c'est qu'une personne peut ressentir la souffrance aussi grande de façon individuelle, mais par contre, peut pas comparer la vie des personnes maigres avec la vie des personnes grosses, là, comme le petit quotidien, comme t'expliques. Bien, c'est ça. Puis c'est en faisant ce parallèle-là, en lui disant, regarde, toi, il se passe rien, moi, il se passe de quoi? Toi, il se passe rien, moi, il se passe de... Fait que moi, j'ai vécu, mettons, 8 agressions là, de différentes formes. Même, puis on appelle ça des micro-agressions parce que des fois, c'est même niaiseux, tellement c'est minuscule, mais c'est que c'est ça la s'accumule, répétition c'est constante. Ça. Exact, c'est ça le principe de la micro-agression. Et donc, moi, alors que j'ai comme eu 8 raisons d'être... de me sentir mal à l'aise, de me sentir jugée, de me sentir inadéquate, elle en a pas eu une encore. Exactement. Donc, c'est là que je trouve que, si on parle juste en chiffres, là, ben, on a la preuve, en fait, que l'un est beaucoup plus important que l'autre, malheureusement. Exactement. Je suis bien d'accord. Puis en même temps, tu sais, qu'est-ce qui empêche les gens de se dire, ben moi, je vis quelque chose de difficile, toi aussi, c'est injuste. Est-ce qu'on peut s'allier, s'écouter, puis de pas faire un... Des fois, je trouve qu'on fait trop des concours. C'est qui souffre le plus? C'est qui a la paix discrimination? Puis c'est une des raisons pour lesquelles... C'est pour ça que j'aime pas ça, comparer la grossophobie à d'autres phobies dans le sens d'intolérance et comme de le discrimination. racisme ou le sexisme. Oui, ou l'homophobie, ou la transphobie, ou la xénophobie, ou peu importe. Parce que toutes les souffrances, je dirais pas se valent, mais je veux dire, toutes les souffrances font souffrir. Exactement. Et il y a des journées, il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres, il y a des personnes qui sont moins sensibles que d'autres, il y a des personnes qui sont mieux entourées que d'autres pour gérer avec ça, il y en a que non. Mais la grossophobie que moi je vis peut être pire que l'homophobie qu'une autre personne vit ou l'inverse. Exact. Fait que tu peux pas quantifier telle intolérance est plus ou moins grande que l'autre intolérance parce que chez chaque individu... De façon individuelle, c'est tout le monde peut le vivre à grande échelle, mais, exact. Est-ce que c'est un problème de société comme la grossophobie peut l'être? Moins. Oui, c'est ça. Puis, je veux dire, n'importe quelle personne qui milite contre la grossophobie, qui se respecte, n'ira pas faire de skinny shaming. Je veux dire, on demande qu'on respecte nos corps comme ils sont. Oui. On n'ira pas écœurer les autres pour le leur. Puis c'est drôle parce que les plus grosses accusations que j'ai eues là-dessus, c'était généralement des personnes qui disaient, ben oui, c'est ça, genre, vous n'êtes pas capable de maigrir, fait que vous allez écœurer les personnes minces qui le sont ou qui ont réussi à maigrir. Ou, ben non, je veux dire, elle m'enlève rien, cette personne-là. Je veux dire, j'ai pas à m'attaquer à elle, surtout qu'elle vit peut-être justement ses propres problèmes. Mais il n'en demeure pas moins qu'on ne peut pas comparer les deux. Et non, je ne jugerai pas quelqu'un pour son corps parce que, justement, je ne veux pas être jugée pour le mien. Exactement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que militer pour la grossophobie ou pour les personnes grosses, c'est de dire « Ah, c'est tellement plus beau de toute façon une femme avec des courbes. » Mais ça n'a aucune notion. Tu sais, je veux dire, la question esthétique n'a rien à voir là-dedans. Il y a une grossophobie esthétique qui existe, le fameux « Oui, mais moi, je trouve pas ça beau. » Mais ça n'a rien à voir. Je veux dire, moi, j'aime pas les grenouilles. Est-ce que je vais écrabouiller toutes les grenouilles que je vois dans ma vie parce que je trouve pas ça beau et ça m'écoeure? Ben non. Je veux dire, tu peux pas juste respecter ce que tu trouves agréable à voir, ce qui te plaît, ce que tu trouves cute. C'est pas tant important de savoir que tu trouves ça beau ou tu trouves pas ça beau, hein? Je sais pas pourquoi le monde trouve ça important de dire « Ah, ben moi, je trouve pas ça beau. » OK, mais à quoi ça t'a servi de dire ça sur les réseaux sociaux? Que tout le monde qui a qui a le profil que tu trouves pas beau a lu,
puis là, maintenant, ils se sentent comme moins beaux, puis toi, ça t'a rien donné Non. d'autre. Je trouve que des fois, notre opinion est pas tellement importante sur ce genre Mais on de a tellement questions-là. besoin de s'exprimer, tu sais, surtout. On a tellement besoin. Puis ça, c'est vraiment une maladie des médias sociaux, entre Ouais. autres. Là. On a besoin d'avoir des opinions. On a besoin d'avoir des opinions sur tout. On a besoin d'avoir des fois des opinions qui tranchent. On veut faire reconnaître nos opinions. On veut... Puis, tu sais, je regarde, je suis la première qui a des opinions partout sur les internets, là. Je veux dire, je Tu peux sais, mais pas- ton opinion sur l'apparence des autres, on s'en fout, pour Mais vrai. c'est ça, parce que ça n'a pas rapport. Ça fait pas, tu sais, qu'une personne soit belle, ça la rend pas une meilleure personne, ça la rend pas une personne plus compétente, ça la rend pas une personne qui a une plus grande valeur humaine, elle est pas plus fine, elle est pas plus, tu sais. Exactement. Donc, je veux dire, elle est juste plus dans les standards de beauté. Fait que techniquement, elle a le beauty privilege. C'est Oui. juste plus facile d'être Exact. elle. Ah, regarde, si tu veux vraiment chercher ça, là, Ouais. c'est ça que tu vas trouver, en fait. Exact. Puis le beauty privilege est quelque chose qui existe et qui est documenté. Donc, je veux dire, t'as aussi à l'opposé, tu sais, le ugly oppression, là, tu sais, l'oppression de pas être cute. Là, Puis c'est une composante, en fait, de la grossophobie parce que les gens, du moins dans nos standards ici occidentaux, ben, on est considérés comme pas beaux. Donc, non seulement t'as le poids, joke du siècle, t'as le poids d'être considéré pas beau, mais t'as aussi le poids d'être jugé à cause de ta grosseur, puis du fait que c'est de ta faute, puis que tu te laisses aller, puis etc., etc. On les connaît, les clichés. Tout à fait. Puis si on parle de thin privilege, là, les privilèges associés à être mince ou être non gros, on va dire. Ben, en fait, faut voir aussi la différence entre thin privilege puis fat oppression. OK. Ah, ben, vas-y, explique-moi. Donc, en fait, le thin privilege et le fat oppression, il y a des choses qui peuvent être un, donc thin privilege, le privilège d'être mince, et fat oppression, qui est l'oppression d'être gros. Le thin privilege, c'est quelque chose qui te permet, par exemple, justement, d'avoir plus facilement accès à des emplois, tu sais, le thin ou le beauty privilege en général. Là. Donc, ça va te permettre, tu sais, ça rend ta vie plus facile, c'est pas compliqué. Là. Comme je disais, thin privilege, beauty privilege, c'est documenté. Tandis que le fait d'être gros, ça nuit, entre autres, et ça aussi, il y a des données là-dessus, on en a plein sur le site, ça nuit, entre autres, à ton employabilité, à ton taux de diplomation, ça nuit justement à la qualité des soins que tu reçois. Ça nuit à ton accès aussi aux soins de santé parce que tu te dis, ben, j'ai tellement des expériences traumatisantes en tant que personne dans le système de santé que je vais attendre au maximum. Puis là, ben, je vais arriver et je vais me dire, ben oui, mais pourquoi t'es pas venu avant? Fait que là, je me fais déjà juger pour ma grosseur, je me fais juger pour ma négligence, entre guillemets. Ouais. Et je dis mais je veux dire, personnellement, j'ai la chance que ça me soit pas arrivé, mais je sais que ça arrive à des gens. Et finalement, tu as des traitements à la semi-va-vite avec un médecin qui pourrait penser que tu coopères pas, que tu es un patient non coopératif, qui ne suivra pas le traitement, etc. Donc, Il perdra pas son temps avec toi. Là. donc, c'est ça. Puis même, ça avait été documenté que les patients dits obèses pouvaient avoir jusqu'à 20% moins de temps avec un médecin. Quand même. Wow, OK. Donc, le thin privilege, le fat oppression, tu sais, des fois, c'est qu'est-ce qui relève du thin privilege, qu'est-ce qui relève de l'oppression d'être gros. C'est un Pas- peu... Tu sais, c'est un peu les deux. Tu sais, il y a des choses que, si tu as le thin privilege, ça te rajoute quelque chose, mais il y a des choses que ça t'enlève pas. Tandis que si tu as le fat oppression, c'est que ça t'enlève quelque chose que les autres n'ont pas à vivre. Ouais. C'est là que c'est un peu... C'est tout un débat que j'avais eu avec mon conjoint à un moment donné. C'est lui, en fait, qui m'a fait réaliser les deux pendant que, OK. oui, le thin privilege, ça te redonne du bonus, mais le fat oppression, c'est quelque chose Ça que ça t'enlève. t'enlève. Ouais, c'est comme si on commençait sur la ligne d'égalité. C'est ça, puis ça thin fait- privilege, up, you go up, et puis... C'est ça, mais c'est pas la même... Et c'est pas les mêmes choses, Ouais. en fait. Oui, Et c'est ça vrai. affecte pas les choses de la même façon. Ouais, c'est intéressant parce qu'il faudrait voir comment les médecins traiteraient, ou je dis les médecins, mais n'importe quel professionnel de la santé, comment ils traiteraient le dossier d'un patient sans l'avoir vu. Ben ça a été fait. En fait, il y a Ah des ouais? études qui ont été faites là-dessus. Il y a un article du Québec Science qui était sorti. Il y Ah avait ouais? des patients sur papier, Oui. si tu veux, des patients hypothétiques. Ouais. Et il disait justement que au sommaire, là, il passerait à peu près 20% moins de temps OK. avec des patients qui sur papier, sont gros. OK. Parce que, justement, ils assumaient. Puis il y a plein de données là-dessus. Là. Encore là, grossophobie. Sur le site web, on a une partie scientifique sur des études et puis on a documenté que... Et les autres ont documenté, on a juste mis les liens vers leur Ouais. travail, mais que oui, en effet, il y a au niveau, entre autres, des professions comme la physiothérapie, par exemple, il y a des biais importants envers les personnes grosses. Dans toutes les professions liées à la santé en général, malheureusement. Oui. C'est triste, mais c'est ça. J'en doute pas.
Je suis pas particulièrement bonne, puis je suis crampée à chaque fois. Je suis comme, ouh! On fait des niaiseries. Donc, ça, je voulais aborder le sujet aussi avec toi de la chirurgie bariatrique. Du point de vue là, qui est arrivé quelque chose dernièrement par rapport aux recommandations pour la chirurgie bariatrique pour les enfants. Puis, je voudrais t'entendre aussi par rapport au comment tu perçois les gens qui, eux, souhaitent aller de l'avant avec la chirurgie bariatrique. Comment tu perçois ça par rapport au mouvement contre la grossophobie? Bien, en fait, ce qui est justement de l'association, l'Académie américaine de pédiatrie, c'est que récemment, au cours du mois d'octobre, à la fin octobre, si je ne me trompe pas, ils ont sorti un communiqué où ils prenaient l'exemple d'une jeune fille qui avait eu la chirurgie bariatrique quand même assez jeune. Et dans le communiqué, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient position comme quoi ils recommandaient un meilleur accès à la chirurgie bariatrique à partir de l'âge de 13 ans. Et je dis bien 13, là, 1-3. Donc, Secondaire 1, là. oui, exactement. C'est l'âge que tu pognes en secondaire 1, 13 ans. Et moi, ça m'a fait un peu capoter pour plein de raisons. D'abord, le fait que la chirurgie qu'on recommandait, c'est ce qu'on appelle la dérivation roux en Y, qui est aussi connue comme le bypass gastrique. Donc, cette chirurgie-là, c'est la plus pratiquée aux États-Unis. On dit que c'est le golden standard aux États-Unis et c'est celle qu'on recommandait d'utiliser. Sauf que ce qu'on a réalisé aussi, qui a été documenté dans plusieurs études, encore là, qu'on a recensé sur le site web, c'est que cette chirurgie-là, sur 5 ans, peut avoir des effets, enfin, dans les 5 premières années qui suivent, peut avoir des effets vraiment importants et vraiment graves. On parle aussi d'une augmentation importante là, d'un 20 de personnes qui développent des troubles de consommation liés à l'alcool ou à la drogue. On parle de problèmes sérieux par rapport à la santé mentale, des risques de suicide, automutilation grave. Donc, on parlait d'un taux qui était également vraiment augmenté par rapport à une cohorte de personnes qui sont considérées comme non obèses. Donc, chez les gens qui avaient eu spécifiquement cette chirurgie-là. Donc, ce que ça peut faire, si ça fait ça à des adultes, ce que ça peut faire à des enfants, c'est un peu terrifiant. Déjà que l'adolescence est une période qui est vraiment critique, où ce qu'on cherche, où ce qu'on est en tourbillon corporel, hormonal, social. On se cherche, on se trouve, on se défait, on se refait à toutes les semaines à cet âge-là. Je pense que c'est une période qui est particulièrement importante dans la vie où il me semble qu'une certaine stabilité est particulièrement cruciale pour essayer de passer au travers de cette période, de naviguer au travers de ça de façon saine. Mais je pense aussi qu'il y a toute la composante aussi que cette chirurgie-là, donc pour les personnes en bas de 18 ans, c'est les parents qui signent. C'est les parents qui donnent le consentement. Parce qu'on dit, oui, il y a des cas où les jeunes à partir de 13-14 ans peuvent fournir le consentement, mais c'est pas pour des chirurgies comme celle-là. On parle de trucs liés à la contraception, liés à la drogue. J'avais fait l'énumération, en fait, sur le blog, ou le billet de blog où j'en parlais. Je pensais qu'on avait quand même plus c'est ça. Et donc c'est ça, c'est en fait, jusqu'à l'âge de 18 ans, ce qui se passe, c'est que c'est les parents qui donnent l'autorisation. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas hypothétique où on aurait des parents un petit peu trop perfectionnistes, que les autres ne peuvent pas tolérer l'idée que leur enfant est gros? Je veux dire, il pourrait, techniquement, y avoir des cas de parents qui forcent leur enfant sous le bistouri pour avoir une chirurgie qui peut avoir des risques sérieux. Tout ça... Mais la chirurgie en tant que telle est un risque. C'est ça, la chirurgie. Et c'est très drôle parce que quand on parle de chirurgie, souvent, il y a des personnes grosses qui disent « Ah, j'ai voulu aller faire telle chirurgie. Et on m'a dit non à cause des risques. C'est drôle, on parle jamais des risques liés à la chirurgie bariatrique. On dirait qu'on... Mais au-delà de la chirurgie, les conséquences peuvent être extrêmement importantes. Ils sont pas documentés chez les ados. Donc, d'y penser, ça m'inquiète, en fait. Ça me fait peur de penser à tout ça, de penser à qu'est-ce qui pourrait se passer dans la tête, dans le corps d'un jeune de 13 ans qui pourrait se faire opérer, que ce soit avec son consentement ou de force par ses parents, parce que c'est quelque chose qui peut arriver, malheureusement. Puis à 13 ans, est-ce qu'on peut considérer qu'un adolescent est apte à prendre une décision aussi importante? Est-ce que ça devrait même être un choix? Oui, puis je veux dire, je suis pas nutritionniste, mais par rapport à la croissance oui, aussi, exactement, par rapport ce que j'avais en tête aussi. C'est ça, parce que je sais que, la plupart des versions de la chirurgie bariatrique ont un effet sur l'absorption et l'assimilation des différents minéraux, des nutriments, etc. Donc, je veux dire, on sait que les jeunes femmes sont en croissance à 13 ans, on sait que les jeunes hommes aussi. Mais les gars surtout. Les gars sont donc, voilà, donc... Est-ce que c'est... Et là, je pose la question parce que je le sais pas, mais je pense que c'est une question qui mérite d'être posée. C'est-tu safe? Carrément. Est-ce que ça peut affecter la croissance? Est-ce que ça peut affecter probablement le développement?
Tu sais, je peux pas croire qu'ils n'y ont pas pensé. Mais on parce voudrait que se dire qu'ils font l'évaluation à chaque cas, là. Mais, tu sais, c'est leur... Comme tu dis, il y a toujours façon de détourner des fois. Ben, c'est ça qui me fait peur. Ouais. Puis est-ce que le Canada a répliqué à ça? Parce que là, ça, c'était Il n'y a les- pas eu de prise de position par rapport Non. au Canada, de ce que je sache. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'organisations qui travaillent justement en troubles alimentaires ou qui travaillent avec la rémission, justement, des Ouais. troubles alimentaires qui sont anti-diète, qui sont pour l'acceptation corporelle, qui se sont levés, comme quand il y a eu le cas de l'application Curbo de Weight Watchers, Oui, là, tout à qui fait. était destinée aux enfants et aux Ouais. ados qui ont pris position en disant, écoutez, là, on peut-tu se calmer, c'est un peu inacceptable. Tout à fait. C'est beaucoup inacceptable. Oui, mais moi, n'étant pas une professionnelle de la santé, j'ai pas le droit d'avoir des C'est opinions coupées très de même. Voilà. inacceptable. Donc, c'est ça. Mais en fait, non, c'est ça. Il y a eu quand même des réactions au Canada à ce niveau-là, comme quoi c'était peut-être un dangereux précédent là, qu'on est en train de créer au niveau médical. OK. Ben, on va explorer le sujet peut-être plus grandement en tant que nutritionniste. Dans un Définitivement, je pense que futur ça... article, Je ça- pense que, honnêtement, moi, j'ai même pas envie d'explorer le sujet. T'es un adolescent, on ne devrait même pas discuter Ouais, de ça. ouais. On devrait pas dire, on va modifier ton système digestif parce on va que... t'amputer un organe Oui, sain. c'est ça. Sain, exactement. Ouais. On va t'amputer un organe sain. J'avais entendu la phrase de Gabrielle Lisa-Collard, justement, de la blogueuse du 10 octobre. Ouais. C'est littéralement amputer un organe sain. Il y avait une autre version aussi de la chirurgie bariatrique qu'on appelait aimablement le gasket à vomi, qui était en fait l'idée de Ah, poser un l'affaire tube qui sort, qui là, ouais. sort pour lequel fait que tu peux manger une poutine puis après ça tu la sors. Ouais. Je l'ai bien eu, mais je fais tout le temps ma même face de marde. Il n'y a personne qui a l'arrêté des gens quand tu fais Trop ça, je te rassure, là. On était en train de parler de qu'est-ce qui arrive quand, dans le fond, quelqu'un qui est militant pour la grossophobie, finalement, s'en va en chirurgie Moi, bariatrique. si j'étais toi, je changerais le jouet, genre. Ah oui! Ouais. Le jouet, il fait vraiment du bruit. J'ai l'impression qu'il va qu'on- pogner dans ton mic. Ouais. Fais juste le détacher, genre. Je suis pas sûre que je vais avoir le droit. Parce qu'il faut le crunch aussi. Là. Tu vas être full free, là. Non, mais détache-le et donne-y, genre. Ah, ok, tu penses Ouais, qu'il va ouais. moins gosser avec. Ouais. Peut-être. Ben, déjà, il fait pas cling, cling, cling. On peut, il va le crisser à terre une fois. Ok. OK. Encore. Donc, voilà. Peut-être que ça serait bien de répéter Ouais, on repart la from scratch. question. Fait que, La toi, tu question dis, recommence à... était- Fait qu'on change de sujet. Fait qu'on change de sujet. Ben là, faut le faire, là. Les autres d'avant, ils comptent On pas. là. change de sujet. Change de sujet. Et 20 000 fois. À chaque fois. À chaque fois. Donc, c'est ça. On avait la discussion par rapport comment vous voyez ça, pas vous, là, comment tu vois ça, quand les gens qui sont militants pour la grossophobie, finalement, s'en vont en chirurgie Contre la bariatrique. grossophobie, Contre la grossophobie, pas pour la grossophobie, contre la grossophobie. Finalement, s'en vont en chirurgie bariatrique, ou même quand, dans le fond, les gens qui sont ni militants, juste qui veulent aller en chirurgie bariatrique. Est-ce que vous avez, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Ben, en même temps, c'est quelque chose que faut que je comprenne. Tu sais, on le sait, c'est quoi la pression. Il n'y a personne de mieux placé qu'une personne qui est active dans la grossophobie pour savoir qu'est-ce que ça peut faire, la Ouais. grossophobie. C'est sûr que souvent, on se dit, bon, on perd nos modèles, Ouais. on perd nos inspirations. J'avais une réflexion quand même assez intense quand j'ai appris que Roxane Gay, qui était Ouais. une des militantes connues sur le sujet, a décidé d'avoir la chirurgie bariatrique. Ou, tu sais, des femmes comme Ashley Nell Tipton, par exemple, qui avait été gagnante de America's Next Designer, Ah, je sais ok. pas trop, je me rappelle jamais comment ça s'appelle, là. Les Next Top compétitions de Model? mode. Non, pas Top Designer, Model, elle était designer, Ok. en fait. Donc, tu sais, c'est des questions qu'on se pose, mais en même temps, c'est des choix, je pense, qui sont bien, bien individuels. Et chaque personne, justement, on se devine c'est quoi la pression, mais on peut pas savoir exactement c'est quoi la pression que la personne vit. Je pense qu'aussi, il y a le fait que on... Allô, les enfants? Donc, on pense aussi que personne a d'idée précise de ce que cette personne-là vit. En plus, quand on pense à une femme comme Roxane Gay, par exemple, qui est une femme noire, qui est une femme qui était homosexuelle, donc cette femme-là a les oppressions là, qui s'empilent Ouais. par-dessus l'autre. Le fait d'être une femme noire, le fait d'être une femme gay, le fait d'être une femme grosse.
Le fait d'être une femme. Le fait d'être une femme, point, en effet. Donc, tu sais, être une grosse femme noire, gay, aux États-Unis, Ouais. ce qu'elle a pu... Tu sais, tu peux pas changer... Ben oui, techniquement, tu peux changer de ne plus être une femme, mais je veux dire, elle avait pas nécessairement envie de le faire. Ouais. Elle pouvait pas changer le fait d'être gay. Elle pouvait pas changer le fait d'être noire. Fait que ce qui restait qu'elle pouvait changer, c'était le fait d'être grosse. Donc, je pense que c'est une question qui est hyper pertinente, mais qui est vraiment difficile à répondre. Ouais. Moi, personnellement, dans les circonstances actuelles, avec ce que je sais sur, sur la chirurgie bariatrique, c'est pas quelque chose que j'envisage. Et il faudrait qu'il y ait un sérieux revirement de situation pour que je l'envisage pour moi comme traitement ou comme choix ou comme peu importe comment on appelle ça. Parce que c'est quand même, comme on disait, amputer un organe sain. C'est pas une panacée pour tout parce que ça peut créer justement des risques graves, des nouveaux risques graves. Et je disais récemment un article qui disait oui, mais tout est supposé bien aller après la chirurgie. Tout est supposé être magique, tout est supposé être fantastique. Oui, mais c'est comme ça que c'est un peu présenté comme ça, comme la panacée, que ça va régler tous les problèmes. Et il y a un encadrement qui est très limité après la chirurgie. On le soulève de plus en plus. Ouais, tout à fait. Donc, et ça crée plein d'affaires. Je me rappelle juste d'avoir une fois perdu du poids et d'être restée dans ma tête collée avec les dimensions de mon corps avant la perte de poids et d'avoir je dirais pas un genre de dysmorphie, mais d'avoir comme une mauvaise impression ou une mauvaise perception de ma propre taille, de mon propre poids. Donc, je me dis, quand on vit quelque chose d'aussi extrême que la chirurgie bariatrique, ça doit avoir des effets quand même qui sont importants au niveau physique, mais aussi au niveau de la perception de soi-même, de sa perception dans l'espace, du jour au lendemain, parce que c'est rapide de même, là, la chirurgie bariatrique. Ouais, le poids drop de façon significative et vraiment rapide. Et aussi le fait que c'est loin d'être sans risque. Là. Soyons honnêtes. Oui. S'ils veulent pas faire des chirurgies, entre guillemets, banales parce qu'une personne est grosse, on parle quand même d'une chirurgie où on coupe un bout d'organe. Bon, c'est vrai qu'ils refusent tellement de chirurgie. C'est ça, si on refuse, je sais pas, moi, un fameux septum dévié ou une affaire comme ça, une personne grosse, mais qu'on est partant pour aller chopper l'estomac, on s'entend que les risques sont J'avais beaucoup plus jamais pensé importants. à ça. Moi, personnellement, c'est un truc qui m'est venu en tête avec le temps. Je me dis, cette chirurgie-là, c'est correct la faire parce qu'on le fait dans une perspective d'élimination d'un gros. C'est particulier. Mais ma place, c'est pas là pour juger les gens qui le font parce que, justement, on vit tous des oppressions qui sont différentes. C'est triste quand c'est la pression de la société qui te force à faire un choix aussi important, aussi drastique, avec autant de risques et autant de conséquences. S'il y a quelque chose de façon plus générale que je peux dire, je souhaite jamais à personne de vivre une pression aussi importante et de vivre une détresse, même qui est assez importante pour que ce choix-là, pour que ce risque-là en vaille la chandelle. Mais j'imagine que c'est pas tout le monde qui voit les choses de la même façon. Donc, oui, je pense que c'est à peu près... C'est à peu près aussi loin que je peux aller sur la question parce que ma perspective est quand même très, très limitée. Mais tu sais quoi, en plus, après, les gens se vont dire « Ah, vous avez choisi la voie facile, c'est paresseux faire la chirurgie bariatrique. » En plus. Ah, t'as jamais entendu ça? Mon Dieu, si tu savais combien de personnes trouvent que c'est quelqu'un de paresseux parce qu'il a choisi la chirurgie bariatrique. Parce qu'au lieu de se forcer à perdre du poids, il a choisi la voie facile. C'est parce que ça marche pas, les diètes. Oups! Je l'ai dit. Ça marche pas, les diètes, puis la chirurgie bariatrique, c'est loin d'être C'est pas une garantie non plus. Non, c'est parce ça. Parce qu'il y a des gens qui l'ont eu et qui ont repris le poids. Tout à fait. Je pense qu'il y en a quand même beaucoup. C'est ça. Ben, Michael Bergeron en parlait, là, quand on l'a reçu. Entre autres. Ouais. C'est pas à moi à le nommer, mais il l'a nommé. Je veux dire, si lui l'a dit devant vos spectatrices et spectateurs et auditrices, devant les coucous. Donc, c'est ça. Je veux dire, c'est pas un miracle, là. Mais le problème, c'est que c'est souvent présenté comme ça. Comme la solution magique, comme la cure miracle, comme le... Non. Il y a rien qui se fait sans risque. Si c'est trop beau pour être vrai, ça l'est probablement. Oui, tout à fait. Mais tu
parlait, Edith, que l'encadrement post-chirurgie est Déficient. Déficient, ouais, pour être... Mais je pense que aussi, moi, j'ai beaucoup l'encadrement pré-chirurgie. Quand quelqu'un contente de manière sérieuse, tu devrais être suivi en psychologie de manière rigoureuse pour t'assurer que ce choix-là, là, tu le prends, tu es bien informé, tu es informé des risques possibles, ce que ça veut dire sur ta vie à long terme. Exactement. Puis ça, Exactement. À court, moyen et long terme. C'est pas toutes les Je mêmes. trouve qu'on est beaucoup trop rapide à faire chop-chop. Oui. Là, les gens se disent, je sais pas trop comment manger. J'en ai eu des gens avec des croyances alimentaires. Là, je dis, t'as-tu vu une nutritionniste? Ah, une fois ou deux. On n'a pas. Une fois ou deux pour On un n'est rien changement. capable de faire une fois ou deux. Non, là. non, non. C'est pas la faute des nutritionnistes, c'est la Non. faute qu'on met pas l'argent pour bien entourer Pour faire le ces suivi. gens-là aussi. Donc, Ni les ça préparer, des- ni les suivre. Et ça a des conséquences quand même réelles sur de ce que j'ai su, et vous me corrigerez si je me trompe, mais je veux dire, ça a vraiment des conséquences, entre autres, sur justement l'absorption Ouais. des vitamines, des minéraux, mais aussi sur la façon de manger. Oui, Ce oui, que tout j'ai à cru fait. comprendre, c'est qu'il y a des personnes qui peuvent plus, par exemple, boire en mangeant. Non. Il y a des personnes qui peuvent plus manger 3 repas par jour. Il Ouais. faut qu'ils mangent 5 plus petits Il y a repas. beaucoup de personnes qui vomissent à cause d'une bouchée en trop. Parce que ça... Je veux dire, tu fais comment dans un party de Noël ou quelque chose comme ça? Ils Là? mangent pas avec. Comment tu gères ça socialement? Ouais. Tu sais, je veux dire, de plus pouvoir boire de bulles, par exemple. Non plus, c'est Je veux fini. dire, effectivement. c'est bon d'avoir la diarrhée perpétuelle aussi, puis d'être obligé de L'incontinence prendre, c'est ça, de l'incontinence. Incontinence à un âge. Ah oui, à un c'est âge vrai. jeune. C'est toi qui Oui. m'as parlé Et de ça. justement, de cette espèce de diarrhée-là qui est créée par et qui Malabsorption. cause une malabsorption. Donc, tu t'es pogné pour prendre des vitamines, des minéraux extra forts pour le restant de ta vie. Perte de cheveux. Oui, c'est ça. Je veux dire, est-ce que les gens qui optent pour la chirurgie, est-ce qu'ils sont vraiment... J'espère qu'ils sont informés de tous ces Moi, risques-là. si la décision est extrêmement éclairée, j'ai pas de problème, mais l'est-elle? C'est ça la question. Est-ce que c'est Parce une qu'on décision nous vend éclairée? tellement le rêve. Je veux dire, mon médecin de famille est un type formidable, mais je me rappelle quand j'ai posé la question pour avoir la fameuse référence, il s'en est pas posé de question. Oui. Et c'est quand même un type formidable et je veux dire, avec qui j'ai eu des discussions sur les questions de poids et tout ça qui est extrêmement saine. Mais il y a encore un... Le billet aller, il est vraiment facile à Oui, oui, avoir. oui. Parce que moi, je suis la personne que tout le monde voudrait opérer, en fait, à l'heure actuelle. Je suis la poster child. Je suis la photo avant Ouais. et qu'il n'y a pas d'après. Zachary voulait venir pour le Mais mot de la ça, fin. Je pense que Zachary veut venir me voir. C'est moi que tu veux venir voir. Mais vas-y, pose tes questions. J'ai fait les preuves que je suis capable de faire une interview avec un bébé dans les bras. Hein? Ça, est-ce que si on se dit qu'avec tous les efforts et le temps, j'ai demandé à Michael Bergeron, je dis dans combien de temps tu penses que on va être capable de voir des résultats Sur la lutte à la sur la grossophobie. lutte Ouais. à la grossophobie, parce que c'est ça l'objectif, right? Oui, C'est ça exact. l'objectif. Donc, disons, on est dans 10 ans, les gens ont reconnu que c'est un problème de société, donc on a diminué la présence de la grossophobie dans la société, j'imagine. Mhm. Est-ce que la question de la chirurgie bariatrique va être prise autrement? Est-ce qu'elle va être abordée autrement? Parce que là, on va se dire, ben là, attendez une minute, on va en discuter, on va parler des effets, des risques que ça comporte et tout. Est-ce que le fait qu'on, tu sais, facilement, on peut donner des billets, consultation, chirurgie bariatrique, est-ce que c'est un geste qui est grossophobe? C'est une bonne question. Est-ce que c'est un geste grossophobe? Peut-être. Peut-être. C'est peut-être qu'on se dit que le triage va se faire plus tard. Peut-être qu'on se dit que c'est les spécialistes qui vont vraiment étudier à savoir est-ce que la personne Fort est... probablement. Je pense que c'est une genre de façon de penser au système de santé. On pense que l'autre, puis que Oui, l'autre... c'est ça. On laisse le fardeau à l'autre. Aux spécialistes. Oui, c'est ça, peut-être. Écoute, je sais pas, là, j'y vais au meilleur de mes guesses, là. Mais c'est ça, ils se disent peut-être, ah ben moi, c'est pas moi le spécialiste, fait que je vais laisser ça au spécialiste de décider est-ce que, si c'est un bon candidat ou une bonne candidate ou pas. Donc, est-ce qu'il se passe la patate chaude? Est-ce que... Ou ils pensent des fois qu'une rencontre avec une nutritionniste, Ils veulent c'est peut-être pas suffisant. que tu changes, ils veulent peut-être pas que tu changes d'idée parce que tu as enfin fait ce qu'ils voulaient que tu fasses. peut-être. Je Oh sais non! pas. Oh non! Toi, t'es pas d'accord. Hein? Non. Donc, c'est ça. Ça serait assez dur d'identifier, en fait, qu'est-ce qui fait que
qu'est-ce qui fait que l'accès est quand même... Ben, l'accès est pas facile, on Non. s'entend. Il n'y a Non. pas tant Il y a une de liste centres, il y a quand même d'attente. des listes d'attente et tout. Mais, La considérant... prescription vient Ben, facilement. c'est ça, la prescription elle est pas dure à avoir, en fait. Là. Mhm. Hein? Lui, Oh d'accord. no, oh no. Définitivement d'accord avec toi. Moi, j'aime ça quand ça se pas. C'est pas fort, hein? Ben, le mot de la fin, je vais faire du pouce sur ta question. Dans combien de temps tu penses qu'on va ressentir l'avancement dans ce dossier-là? Combien d'années tu te donnes? Quand la pétition va avoir atteint son objectif. Ah, dans 2 semaines. Non, Ah, non, non, ben en fait, combien de temps ça va prendre? L'affaire, c'est que je sais pas si on va réussir. Tu sais, c'est un peu macabre, c'est un peu sombre comme vision de la chose, mais c'est qu'on n'a rien de garanti encore. Tu sais, on fait beaucoup d'efforts, puis je pense que depuis quelques mois, on a quand même un petit momentum Ouais. où on a l'écoute des gens, où les médias nous donnent De la petit peu place. de visibilité. C'est pas parfait, mais au moins, c'est plus que rien du tout. Donc, je veux dire, on va-tu en venir à bout? J'espère de tout cœur. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai créé la pétition, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, parce que, pour moi, c'était une des façons Que ça avance. de faire avancer les choses en passant par les législateurs, en passant par le pouvoir en place. On a encore beaucoup de travail à faire comme société, autant au niveau médical, autant au niveau des individus, des personnes, autant au niveau de nous-mêmes aussi, parce que les personnes qui vivent la grossophobie internalisée font aussi partie du problème. Puis du problème, je les blâme pas pour rien, parce qu'en fait, il y a personne qui choisit cette espèce de brainwash-là qu'on vit, en fait, que gros est la pire chose qui peut t'arriver dans la vie. Donc, dans combien de temps? Le plus tôt possible, idéalement, utopiquement, dans les faits, je sais pas. Mais est-ce que tu as espoir? Ben oui, Ah! come on. Of course. Je veux pas me battre avec, tu sais, je veux pas avoir l'impression que je me bats pour rien. Non. Tu sais, parce que oui, c'est une bataille, même si, tu sais, puis je vous l'ai dit souvent, tu sais, on a l'air très sérieux, on a l'air très méchant. Je veux dire, jusqu'à temps que je fasse une entrevue avec un bébé. Mais je veux dire, tu sais, c'est... On a cassé le mythe. On a cassé le mythe de la militante frustrée, fâchée, méchante, tu sais, agressive. Puis tu sais, on peut devenir tanné à un moment donné parce qu'on a tellement Ouais. d'exigences envers nous. On a le devoir, entre autres, de pédagogie où il faut expliquer à tout le monde tout le temps et être toujours disponible et ne jamais ouais, être ouais. tanné d'expliquer parce que s'il y a personne qui leur explique, comment les gens vont apprendre, Ouais. vont comprendre. Aussi. Sauf que, c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'ai créé le site web, pour pouvoir dire ceci, pour que les gens puissent dire va t'éduquer, lave-la, Ouais, c'est ça. lave-la, la pédagogie, Ouais. elle est là. Ouais. Donc, pour C'est donner pas un break. agressant, puis c'est- Ben, c'est ça, c'était vraiment soft, c'est vraiment fait pour monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Peu importe l'âge, c'est écrit de façon assez accessible, d'un ton assez léger. Le site web il est même cute Mhm. parce que c'est un sujet qui est quand même, qui peut être assez ardu, qui peut être assez dur, Mhm. mais que somme toute, il faut en parler. Tu sais. Mhm. Donc, voilà, j'espère de tout cœur que la bataille... La bataille sera un succès. Je pense que de plus en plus, on a des bons alliés, des femmes extraordinaires comme vous autres, entre autres, qui font un beau travail de démystification, autant au niveau de la santé qu'au niveau du grand public, puis qui a aidé aussi des gens qui allaient vous voir à mieux comprendre et à faire face peut-être à leur propre biais, à leur propre construction et mythes et mauvaises impressions et mauvaises informations. Donc, vous faites partie aussi du potentiel succès de la chose. Mais si ça marche pas, ce ne sera pas de votre faute. Mais il faut